L'objectif du livre, en fait, c'est déjà de parler d'une réalité qui est mal connue, souvent caricaturée, puisqu'on mélange toujours la question Rome, la question des mineurs exploités, ou alors les filles d'Europe de l'Est. Donc essayer de parler de ces réalités en les limitant à ce qu'elles sont, mais aussi en expliquant d'où elles viennent, c'est-à-dire historiquement comment ça s'est construit, en expliquant aussi quels sont ces réseaux, est-ce que ce sont des réseaux familiaux, est-ce que ce sont des réseaux plus organisés. Et enfin, ce qui me paraît très important, c'est d'essayer de mieux rentrer dans les mentalités qui font que des enfants rentrent dans des processus, des enfants et des familles rentrent dans des processus de traite, pas uniquement parce qu'ils ont été piégés ou contraints, mais aussi parce qu'ils peuvent avoir à l'origine certaines motivations qui sont en fait utilisées, instrumentalisées contre eux. Et une fois que voilà, il y a ce paysage qui a été brossé, c'est l'occasion de parler un petit peu des dysfonctionnements de la protection de l'enfance et d'essayer de réfléchir à des pistes de solutions. La première chose qui est compliquée quand on parle des Roms en France, c'est qu'en fait, on parle uniquement de gens qui vivent dans des bidonvilles pour désigner les Roms. Or, il y a bien sûr des gens qui sont Roms en France, qui ne vivent pas dans des bidonvilles, qui vivent dans des pavillons, qui vivent dans des appartements. Donc eux ne sont pas comptabilisés. Ensuite, on a tendance sans arrêt à associer le mot Rome à délinquance, à exploitation d'enfants. Alors, sans revenir sur les origines, la construction historique de cet amalgame qui date déjà du 19e siècle, ce qu'on peut juste dire, si on prend les chiffres donc de la police et de la justice pour la région parisienne, on aurait entre 3 et 10% d'enfants qui vivraient dans ces bidonvilles qui seraient impliqués donc dans des histoires de traite. Ce qui veut quand même dire en creux qu'on a entre 97% et 90% de mineurs roms, et pas uniquement d'ailleurs, qui ne sont pas pris dans ces histoires de traite. Donc ça limite quand même le sujet. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, au contraire, ça reste quand même important en valeur absolue. Mais on ne peut absolument pas généraliser ça à tous les Roms. Alors, sur la traite des mineurs, on a tendance à considérer ça comme un tout et on a tendance à voir uniquement des réseaux. Or, en fait, les formes et les degrés d'exploitation sont variables. Un des premiers cas de figure assez classiques, c'est qu'on a des familles qui, ne connaissant pas grand monde en France pour migrer, passent par des intermédiaires. Ces intermédiaires leur prêtent de l'argent avec un taux d'usure important. Elles arrivent en France et elles se retrouvent à payer toutes sortes de choses, la cabane, etc., etc. Et là, du coup, pour essayer d'échapper à leurs dettes, décident de mettre l'ensemble des membres de la famille à contribution. Et donc, on a finalement une forme de maltraitance qui apparaît, qui aboutit à l'exploitation de mineurs. Cette exploitation peut cesser quand la dette a été remboursée ou peut continuer, on a tous les cas de figure, puisqu'on a certains parents qui se disent maintenant, puisque je peux gagner de l'argent et que c'est l'argent que je vais garder que pour moi, je ne vais pas en redistribuer une partie aux usuriers, autant que ça continue. Donc on a différents cas de figure, mais ça c'est la première, on va dire la première porte d'entrée. Ensuite on a des familles qui sont installées depuis plus longtemps, notamment des familles d'origine ex-yougoslave qui sont arrivées dans les années 70-80, qui ont mis au point en fait un système qui mélange des traditions culturelles qui sont en soi ni bonnes ni mauvaises et qui les dévoie, donc qui les détourne pour piéger les enfants. Et on a le système qui est assez classique de mariage où en fait la jeune femme, enfin les parents de la jeune femme reçoivent une dot. Alors c'est quelque chose qui existait en France, hein, la dot, donc en soi c'est pas quelque chose qui est condamnable, mais sauf que la dot là est très élevée et se transforme en dette. C'est-à-dire qu'une fois que la jeune fille est mariée, elle sait qu'elle doit rembourser à sa belle famille une partie de la somme qui donc a été versée par ses beaux-parents. Donc ça voilà, là c'est des groupes qui sont quand même plus, pas forcément plus structurés, enfin pas forcément plus importants puisque ça reste à l'échelle familiale, mais qui pour le coup, souvent ça fait plusieurs générations qui sont sur ces systèmes-là et donc ont un système assez au point et on les habille de la légalité avec des avocats et autres. Et enfin on a des réseaux, alors c'est quelque chose qui est plus classique, que connaît davantage le grand public, qui voilà, soit essaye d'approcher des jeunes filles. Alors chez les jeunes filles roumaines, c'est plutôt des jeunes filles qui tombent amoureuses entre guillemets d'un prince charmant qui dit pour une période il faut que tu te prostitues.
Dans la prostitution bulgare, on est davantage sur un système de réseau avec un petit partage des gains pour essayer de tenir la victime, pas uniquement par la force, mais par d'autres stratégies, on va dire, de motivation. Et puis on a la récente affaire des Amidovic, donc qui était un groupe qui utilisait et qui utilise toujours malheureusement des jeunes filles et des jeunes garçons pickpocket dans le métro. Où là on avait un groupe où les chefs avaient des liens familiaux entre eux, mais après ils avaient une base de recrutement plus large avec un système pyramidal qu'on trouve dans pas mal de réseaux où voilà, chacun à son niveau en fait s'occupait d'un petit groupe. Donc on avait voilà, des caporales, des sous-caporales et qui faisaient travailler donc, ces filles dans le métro. Malheureusement, quand on regarde l'histoire des Amidovic, si encore aujourd'hui on va dans le métro, on retrouve des filles encore plus jeunes que celles qui étaient présentes en 2009 et lors du procès donc, qui était l'année dernière, en 2013. Et on s'aperçoit que le fait d'avoir arrêté uniquement les chefs n'a pas permis de faire cesser les activités de ce réseau, tout simplement parce qu'aucune des jeunes filles n'avait pu être protégée. Ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, l'Europe de l'Est est souvent désignée, ou les Balkans, comme un endroit, une zone de non-droit par essence, où justement depuis que le monde est monde, on a de l'exploitation sexuelle de jeunes filles et autres. Il faut savoir que ce phénomène en fait est très récent parce que sous la plupart des régimes communistes, il n'y avait pas du tout de phénomène d'exploitation et on n'avait pas de phénomène non plus de mafia puisqu'on avait des dictateurs souvent qui tenaient très bien leur pays et des services secrets qui pour le coup étaient très au point. Donc on était plus sur un système de police politique et absolument pas sur un système d'un État complètement absent qui laisserait la place aux mafias et autres groupes mafieux criminels. Donc ce qui s'est passé, c'est que le véritable coup d'accélérateur sur les phénomènes de traite, ça a été lié à la guerre en ex-Yougoslavie et notamment en raison de la forte présence occidentale qui, à partir du moment où on a eu la guerre en Bosnie, c'est-à-dire de 1992 à 1995, on a eu des forces donc, qui ont débarqué, presque aux alentours de 100 000 hommes. C'était souvent des hommes seuls avec un fort pouvoir d'achat, des militaires mais aussi des internationaux qui travaillaient voilà, pour toutes les grandes organisations. Et en fait, ça a créé un commerce dans les Balkans, aussi bien en Bosnie, au Kosovo et autres, du sexe, et donc qui a été en partie alimenté, enfin en grande partie alimenté par ces forces de l'OTAN qui sont venues, mais qui malheureusement n'ont absolument pas été combattues à la juste mesure, et même il y a eu une impunité de la plupart en fait, de ces personnes. Et ça, du coup, ça a donné malheureusement un formidable coup d'accélérateur à tous ces phénomènes de traite qu'on retrouve ensuite en Europe de l'Ouest. Donc c'est vraiment à cette date-là qu'on a ce déclenchement, ce qui montre que ce n'est pas du tout une nature, on va dire, des Balkans d'Europe de l'Est, mais tout simplement des événements historiques et géopolitiques et un laisser-faire qui a fait que ce phénomène s'est développé dans les proportions qu'on connaît actuellement. Ce qu'il faut juste rappeler, c'est que la traite des êtres humains quand on utilise des mineurs, en fait on le fait parce que c'est rentable. Donc encore une fois, il ne faut pas du tout voir la traite des êtres humains comme quelque chose de culturel, comme une sorte de fait qui aurait toujours existé. On est vraiment sur des stratégies qui sont là pour ramener de l'argent. Et quand on travaille, comme ça a été le cas en Italie dès 1998, où donc il y a eu des lois sur l'ensemble des formes de traite qui ont été prises, ou en Belgique, dans une certaine mesure, on a commencé à mettre en place des centres. Là, on s'aperçoit que finalement, il y a des résultats. Et on voit très bien sur l'Italie, il y a de moins en moins d'organisations qui exploitent des mineurs qui sont en Italie, mais qui sont déplacées en France, en Autriche, en Allemagne. Voilà tout simplement parce que les États n'ont pas pris la mesure du problème.